Quelqu'un qui prend ses semblables, qui va les enterrer. D'autres étaient enterrés vivants à Tchenguela, à Port-Gentil. D'autres, on leur attachait des rochers là, on les plongeait dans l'eau pour qu'on ne voit pas les corps. Oligui, c'était le chef d'orchestre. En 2016, alors qu'il était en vacances à Libreville, il est parti de Dakar, il a participé au raid du quartier général de Jamping. Il a planifié avec les autres. Son frère Biban était là. C'est pourquoi il ne parle pas de ça. Lorsqu'on demande la commission vérité et réconciliation, Oligui ne peut pas vraiment euh, accepter une commission vérité et réconciliation parce qu'il est trempé. Vous savez, le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Pourquoi vous faites ça? On vient vous dire que, attention, ce type n'est pas bon. Mais parce que c'est un parent, parce qu'il est de votre clan, mais c'est bien fait. Les Pawins qui disaient maintenant c'est leurs parents là. Mais j'ai vu beaucoup de Pawins en train de pleurer du côté de derrière l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a pensé sur le sang que nous, ça, c'est des parents, on ne fait pas ça? Est-ce qu'on fait ça à ses parents? Vous avez crié, oh, c'est notre fils. Ah ouais? On fait ça à ses parents. On vient vous déguerpir comme ça, comme des chiens, comme si vous étiez. Ça ressemble à la bande de Gaza quand je vois ça là. Comment on peut faire ça? Même Omar Bongo n'a jamais osé faire ça. Comment peut-on accepter ça? Comment peut-on faire ça à ses concitoyens? On sort à peine de l'élection, il n'y a même pas d'argent. Il casse ça, il va construire avec quel argent? Si ce n'est l'argent de ses amis mafieux libanais qui doivent investir, comme ça, ils se partagent le pognon. Où Origi trouvera-t-il l'argent? Vous ne vous posez même pas de questions. Alors que je vous ai donné toutes les informations. Non, je ne suis pas votre service, ce n'est pas vous qui me payez. Non, c'est bien fait pour vous. Léon Mba n'a jamais fait ça. Omar Bongo, 42 ans de règne, il n'a jamais fait ça. Ali Bongo, 14 ans de règne, il n'a jamais osé faire ça. Origi veut démontrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? S'il a l'argent, il avait parlé de Libreville 2, non? Pourquoi il ne réalise pas Libreville 2 comme il a fait? On a vu les autres faire ça dans les autres. On a vu en Angola, par exemple. On a conçu Luanda 2. Parce que vous ne pouvez pas déguerpir les gens qui n'ont pas d'endroit où aller sans site de relogement. Il avait dit qu'il construirait Libreville 2 comme il a beaucoup d'argent. Peut-être que c'est l'argent que Biangama lui a donné pour avoir vendu l'île Mbagné, mais qu'il construise Libreville 2 avec ça. Mais que je sache, ce n'est pas une priorité. Il faut améliorer d'abord le train de vie des Gabonais. On veut bien avoir une ville coquette et tout, mais pas à n'importe quel prix. Comment on laisse faire ça? Et on accepte que ces diables-là fassent du Gabon ce qu'ils veulent, avec ses amis mafieux. Et quand je venais attirer l'attention, vous avez pensé que moi je suis contre lui, je suis jaloux. Jaloux de quoi? Oligui m'arrive en quoi? Intellectuellement, il ne m'arrive même pas à la cheville. Vous prenez un abruti comme ça, vous pensez qu'on est contre lui? Nous sommes contre la mauvaise gestion du Gabon. C'est notre pays. Et nous avons un droit de regard. Maintenant que vous avez aidé ces diables-là à prendre le pouvoir, on fait comment?
Parce que vous l'avez donné des armes. Ça a commencé au dialogue. Déjà, quand il prend le pouvoir, vous le laissez faire ce qu'il veut. Celui qui nomme maintenant les députés, or on est en démocratie. Vous l'avez laissé ça. Il nomme les députés, il nomme les sénateurs. Et il dilapide l'argent contribuable. Tout était déjà faussé dès la transition. Et il vous a montré qu'il n'était pas là pour vous. C'est quelqu'un, c'est Wash d'Ali Bongo, c'est Wash d'Omar Bongo. Il enviait ses patrons. Il disait que demain, moi aussi, je serai là. Le Gabonais agit sous l'émotion. C'est comme si on n'avait pas de cerveau, en fait. Nous sommes les plus abrutis d'Afrique. Parce que les autres ne font pas ça. Comment on peut faire d'Oligui président du Gabon? Comment? On connaît son passif lourd. On connaît sa moralité douteuse. Comment c'est possible? Le comble, c'est que vous faites subir votre stupidité aux autres Gabonais qui n'ont pas voté pour Oligui. Et c'est tout le monde qui va en pâtir. Parce que tout le monde va en pâtir. Oligui sera le pire cauchemar des Gabonais s'il n'est pas stoppé dans sa folie. Ça ne fait que commencer. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une petite partie. Ce type-là, c'est un diable. Il recule devant rien. Maintenant, on fait comment? J'ai vu les Panouais, comment ils ont voulu même instaurer un climat de guerre civile. Les extrémistes Panouais. Comment ils défendaient Oligui? J'ai jamais compris, quoi. Clé Ondo qui a posé un acte de bravoure, il est en prison. On n'a pas vu les Panouais là ouvrir leur bouche, les extrémistes là. Et on va défendre Oligui, un enfant que vous ne connaissez pas. C'est une honte. Maintenant, d'autres m'appellent. Oh oui, il faut faire quelque chose. On compte beaucoup sur toi. Vous m'envoyez quoi? C'est vous qui m'envoyez l'argent. Même quand vous me demandez de chercher le soutien à l'international, vous m'envoyez quoi? Vous m'envoyez quoi? On vous a dit que c'est un faux truc. On vient vous dire ici, oui, on a dédommagé les gens. Euh, que voilà, on a dédommagé les gens. euh, donc, il faut. On a dédommagé qui? Mais qu'on nous sorte les documents, qu'on sache exactement. Les gens qui étaient dédommagés, il y a forcément des traces. L'administration, c'est la continuité. Donc, au niveau du ministère de l'Habitat, il y a un secrétariat général. Donc, toutes les preuves sont censées être là-bas. On a dédommagé qui? Et j'ai vu votre ministre de l'Habitat, je n'ai jamais vu ça bouillir là, aussi, ministre de l'Habitat, qui est passé à la télévision incapable de répondre à la question des journalistes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est Maître, au cabinet Maître Benga. Il m'a rassuré qu'il vient me rencontrer mardi. Il va me donner la liste totale de tous ceux qui avaient été indemnisés. Et ça, avec toute la transparence possible, je vous la transmettrai. D'accord. Vous voyez un type comme ça, je ne sais pas d'où il sort. Tu es ministre, tu viens sur le plateau, il est incapable de dire. Et il parle. J'ai appris qu'il y a un avocat qui a démissionné même là-bas, là. Ou un juriste qui a démissionné parce qu'il ne se retrouve pas dans ces foufous-là.
Donc, vous voyez, Oligui, si Oligui avait la bistouquette entre ses jambes, ce type-là, il devait le virer déjà. Mais comme c'est une mafia, on se doit solidarité. Tu viens sur un plateau de télévision, tu es incapable de dire qu'il y a tel nombre, il y a soit 1000 personnes qu'on a dédommagées. Waouh! Quand vous avez un abruti à la tête du pays, ça donne des ministres abrutis à la place d'Oligui. Ce type-là, je le virerai de ce soir. Mais comme c'est un club d'abrutis, ils sont tous solidaires. Ailleurs, quand tu viens sur un plateau, tu viens avec toutes les données. Tu ne viens pas te balader pour dire aux gens, sinon c'est une très bonne question. Le Gabon est tombé bas, je vous assure que je ne dors pas. Parce que le Gabon est entre les mains des incompétents d'abrutis. Et ça me fait mal. C'est ça quand on prend n'importe qui sur la base du népotisme. Ailleurs, un ministre, avant d'aller sur le plateau de télévision, il se concerte d'abord avec ses collaborateurs, ses conseillers. On lui briefe tout ce qu'il doit dire, les éléments de langage, les données. On ne vient pas comme ça. Et quand vous avez un président abruti, ça donne des ministres abrutis. On vous a dit ça. Les gens ont été délogés sauvagement. On sent la sauvagerie d'Oligui. On sent quelqu'un qui n'a rien dans son cerveau. On sait qu'à la place du cerveau, c'est un magma de boue. C'est pourquoi il agit avec brutalité. Il n'y a pas eu de dialogue. On ne vient pas faire ça. À peine élu 2 mois seulement, regardez tous les actes qu'il multiplie. On sent quelqu'un qui est maudit. Vous savez, quand quelqu'un est maudit, il y a ce qu'on appelait au village, dans termes vulgaires, là, les poussons. C'est-à-dire que lui-même, il creuse sa tombe au quotidien. Non, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qui justifie le choix là d'Oligui là? À peine 2 mois, même pas à marcher, juste 2 mois, il vient, il casse, alors qu'il n'y a même pas d'argent pour commencer les travaux. Qu'est-ce qui justifie ces choix-là? Donc, je n'ai rien contre toi, Oligui. Moi, je te pose une question. Tes choix ressemblent aux choix que font les enculés. Et à un moment donné, je pose des questions. Comment? Elle a parfait, il a raison. Comment? Qu'est-ce qui était si urgent pour déloger les Gabonais? Là-dedans, j'ai vu des images. Il y a des familles qui ont des enfants qui passent les examens, d'autres passent le CEP, d'autres passent le BPC, d'autres passent le bac. Donc, ils se retrouvent dehors. On déstabilise des familles entières. On déstabilise. J'ai mal au cœur. Je pleure avec ces gens-là. Parce que je suis doté d'une empathie. Comment dormir du sommeil du juste? Comment dormir sur ses lauriers quand on sait que ce diable d'Oligui a fait des sans-abri dans son pays alors qu'il aurait pu utiliser... Et ce diable-là, moi, si j'étais à sa place, j'aurais d'abord engagé un dialogue pour expliquer que ces gens-là sont sur un domaine public et qu'il doit avoir un projet, leur expliquer la nature du projet, trouver un site de relogement. On a par exemple l'hôtel de la Cannes à Nzayon. L'hôtel est inhabité.
Pourquoi on n'a pas pris ces gens-là, les déposer là-bas? J'ai vu qu'il y a une maman qui a été généreuse là, qui a demandé aux gens d'aller... Mais elle ne peut pas loger tout le monde. C'est quand même plus de 1200 familles. Pourquoi n'avoir pas pris certains Gabonais? On les loge là-bas. Si c'était aussi urgent. S'il y avait des investisseurs qui étaient pris, non, il faut coûte que coûte qu'on fasse ça. Mais il fallait qu'ils les prennent, mettre certains à l'hôtel de la Cannes. Il y a des infrastructures de l'État qui sont occupées. Il y a l'hôtel Rendama qui avait été fermé pour cause de Covid. Si Oligui n'était pas un diable, il n'était pas un sans-cœur, il aurait pris ces gens-là pour les loger d'abord là-bas en attendant. Surtout que ça a été conçu avec l'argent du Gabon. Ce n'est pas l'argent de son père. Pourquoi? Mais il s'en fout et il va à l'anniversaire de Biangema pour aller fêter la vente de l'île Mbagné, comme il a reçu 200 milliards pour ça. Obiangema a organisé son 83e anniversaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir là-dedans. Il a fait inviter des prostituées brésiliennes qui sont allées danser nues devant les Oligui Nguema, les autres membres du gouvernement. Donc, voilà c'est à quoi nous sommes réduits. Comment voulez-vous? Ali Bongo a conçu des logements, des bivouacs, même, si j'appelais ça comme ça. On aurait pu loger les Gabonais là-bas. Mais il s'en fout. Oligui préfère loger ses nombreuses copines à qui il va coucher en longueur de journée de nuit. Mais les Gabonais n'ont pas besoin de... ne méritent pas être logés. Et ce diable-là, vous dites que c'est quelqu'un. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a un problème dans vos têtes. Hein? Vous qui avez soutenu, vous devez vous remettre en cause, vous devez demander pardon à Dieu. Parce qu'en soutenant Oligui, en faisant de ce diable-là président du Gabon, vous avez non seulement condamné l'avenir de vos enfants, mais vous avez compromis l'avenir de tout un pays. Vous devez demander pardon. Vous avez participé au crime, à un génocide, même intellectuel. Parce que quand vous avez un abruti à la tête du pays, il ne peut pas promouvoir des valeurs d'éducation. Qu'est-ce qu'Oligui peut apporter comme valeur? Lui-même, il n'a pas été bien éduqué parce qu'il n'a pas eu son père à ses côtés. Donc, vous attendez quoi qu'Oligui vous apporte? Vous ne devez pas poser les questions. N'importe qui ne peut pas se lever au matin pour être président. C'est ça le problème du Gabon. On peut prendre n'importe quel énergumène pour pouvoir en faire un président. Quelqu'un qui ne connaît rien de la politique, qui n'en a jamais fait, quelqu'un qui n'a pas une carrière dans l'administration, qui n'a jamais fait quoi que ce soit. On le prend pour en faire un président. Mais les Gabonais, vous pensez que vous êtes des personnes normalement constituées. Et j'ai vu des énergumènes venir m'insulter quand je vous disais que ce n'était pas bon. Oligui deviendra le pire cauchemar de Gabonais s'il n'est pas stoppé dans ses folies. Il y a des choses qui auraient pu quand même vous interpeller. Il y a des choses qui auraient pu vous interpeller. Quand on parlait, vous pensez qu'on parlait dans le vide? Il y a quand même des choses. Un président doit avoir de l'empathie et du respect pour son peuple. Un président de la République, je vous dis déjà, un président de la République doit avoir un leadership centré sur l'humain. Il ne fait pas ça, il casse les maisons, il s'en fout, il va en voyage. Mon Dieu. Il y a un problème. Dans toute démocratie, le rôle d'un président de la République dépasse de loin le simple exercice du pouvoir. Ce rôle implique une responsabilité majeure, celle de représenter, de protéger
et d'incarner les aspirations de son peuple. À cet égard, l'empathie et le respect sont des qualités essentielles qui doivent imprégner chaque décision, chaque discours et chaque action. Pourquoi l'empathie? Peut-être me poserez-vous la question. Parce que l'empathie, c'est un pont vers la compréhension. L'empathie, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs émotions, leurs défis et leurs espoirs. Pour un président, cette qualité est particulièrement cruciale car elle permet d'établir une connexion authentique avec le peuple. En écoutant activement les préoccupations des citoyens, un président peut mieux identifier les besoins réels et adapter des politiques publiques en conséquence. C'est ce qui se passe dans des pays sérieux qui ne sont pas dirigés par des abrutis. Le bénéfice de ce leadership empathique-là, qui est centré sur l'humain, c'est quoi? Il y a l'unité nationale. L'empathie favorise la cohésion sociale en rassemblant toutes les composantes de la société autour d'un objectif commun. Il y a la confiance mutuelle. Lorsque le peuple sent que ses préoccupations sont entendues, il est plus enclin à faire confiance à ses dirigeants. Comment voulez-vous même ces gens-là qui ont été persécutés, délogés comme des animaux qu'on débusque de quelque part, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir encore de l'amour, même si au Gabon on adore nos bourreaux pour abhorrer nos héros? Mais comment voulez-vous que les gens de Plenoreti là puissent avoir encore de l'amour pour ce diable d'Oligui? L'autre qualité, c'est la résolution efficace des crises. Face à des situations complexes, un président empathique peut apaiser les tensions et trouver des solutions inclusives. C'est ce qu'on dit. N'appelez pas, je n'ai pas encore donné la parole. D'abord, si vous voulez, je ne donne pas la parole aujourd'hui. Voilà, parce que vous êtes fort pour parler, vous êtes incapable de prendre une décision. Et je parlais en dehors de l'empathie, d'avoir un leadership. Prince, je n'ai pas encore donné la parole, tu attends que je donne la parole, ok? Je parlais en dehors de l'empathie, je parlais du respect. Le respect, c'est la base de toute démocratie. Retenez-le. Le respect, c'est la base de toute démocratie. Le respect est une pierre angulaire de la gouvernance. Il s'agit de reconnaître la dignité de chaque citoyen et chaque citoyenne, indépendamment justement des origines de ces citoyens, de leurs croyances ou de leur statut social. On doit pouvoir respecter chacun. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu Oligui. Quand j'ai vu Oligui, quand il était à l'étape de Mwanda, j'ai vu Oligui quand il s'adressait à Gaëtan, à Wami. Vous connaissez ce gars-là? Je vais retrouver son image. Ce gars-là qu'il avait baladé à Komilog, là. Hein? Gaëtan. Voilà. Vous savez, on va sortir les archives. Gaëtan Awami, je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est ce garçon-là qui, à Mwanda, était opposé un peu à Komilog et toute la mafia de Batolo et tout. Et comme Oligui est mafieux, il a une société qui est sous-traitante de Komilog. Et Oligui a humilié ce garçon-là. Il a même rasé. Regardez comment il était devenu méconnaissable. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Et Oligui a dit, tu n'as même pas une maison.
est-ce que ne pas avoir une maison signifie que nous sommes un animal? Oligui a obtenu ces maisons comment? En volant dans les caisses d'Omar Bongo, en volant dans les tiroirs d'Omar Bongo, en volant dans les sacs d'Omar Bongo. C'est l'argent du Gabon qu'il a volé. Donc, demain, s'il y a un président rigoureux, on peut récupérer tout ce qu'il a. Donc, il va dire à ce jeune homme-là, Gaëtan, que tu n'as même pas de maison. Donc, lui qui a des maisons, des biens mal acquis, il pense qu'il devient immortel. Et j'ai été choqué. Et j'ai compris que ce type-là n'est en réalité que très peu de choses. Que c'est en fait un énergumène qui se balade comme ça. Donc, on doit respecter, un président doit respecter les citoyens, quel que soit leur rang social, quel que soit leur statut. Un président qui traite son peuple avec respect envoie un message clair. C'est-à-dire qu'il dit que chaque voix compte, chaque individu est important. C'est ça le message qu'un président qui se respecte doit envoyer. Comment le respect se manifeste dans le leadership présidentiel? Je vais vous le dire. Puisque vous avez un abruti que vous avez fabriqué président, alors on va vous dire comment un leadership se manifeste. Un leadership présidentiel intègre le respect au quotidien. Il y a d'abord la transparence. Oligui n'est pas transparent, c'est un mafieux qui dissimule tout. Regardez l'argent qu'il a récupéré avec les gens du régime déchu d'Ali Bongo. Il n'a jamais communiqué. C'est un mafieux, un voleur que vous avez investi. Donc, il doit avoir déjà la transparence. Il doit communiquer de manière honnête et ouverte avec le peuple, sans dissimulation ni manipulation. C'est ça. Deuxième caractéristique, c'est l'inclusivité. Il doit promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes. Or, Oligui ne fait pas ça. C'était une affaire de Panouin, du clan de son père, et puis de Bateke de Ngoni. Regardez aujourd'hui toute l'administration. Les postes jetés où il y a l'argent. Ministre, vous avez vu que directeur du budget, c'est quelqu'un de chez lui. Ministre des Finances, c'est quelqu'un de chez lui. Les régies financières. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça, il ne connaît pas ce qu'on appelle un État, l'État? Et un président doit avoir dans son leadership, il doit intégrer la responsabilité. Il doit assumer les erreurs et agir dans l'intérêt général sans privilégier des intérêts particuliers. Or, Oligui privilégie des intérêts particuliers. Ce n'est pas un président. Un président empathique et respectueux, il a des défis. Hein? Le maintien de ces valeurs peut être difficile dans un contexte politique souvent marqué par des tensions et des exigences contradictoires surtout. Mais les critiques, les pressions extérieures et les crises imprévues sont autant de défis à surmonter. Ou quand vous regardez Oligui, quel défi? Je vous prends souvent un exemple simple. C'est celui du printemps démocratique de 90. Lorsque il y a eu l'avènement de la démocratie au Gabon, le vent soufflait très fort et le Gabon a failli basculer dans la guerre civile comme certains États. Vous avez vu que les gens du Haut-Togo étaient menacés. À Québec, les gens avaient pris des armes, surtout que la plupart étaient dans les corps. Mais Omar Bongo est descendu à Québec pour demander à ses partisans de ne pas agir. Mais si on avait eu cet abruti d'Oligui à la tête du pays, il aurait pu tirer. Donc, c'est un danger d'avoir pris cet abruti pour en faire un président. À tout moment, le Gabon peut basculer dans la guerre civile. Parce qu'il ne connaît rien, absolument rien. Un président de la République qui agit avec empathie et respect incarne le véritable esprit de la démocratie. Ces qualités ne sont pas seulement des outils de gouvernance, mais des valeurs
fondamentale qui renforce le lien entre les institutions et le peuple. C'est ça qu'on doit avoir. Mais Oligui vous a envoyé de mauvais signaux dès le départ. Oui, il aurait dû nous envoyer de bons signaux. Mais regardez quand il a formé son gouvernement. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que, par exemple, Sylvia Bongo devrait découvrir la liberté. Mais il fallait qu'on situe les responsabilités parce que cette femme, elle est quand même restée 19 mois pratiquement en prison. On ne peut pas la sortir comme ça, la laisser partir. Non. Il faut qu'on... Est-ce qu'elle avait raison ou elle avait tort? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a rendu? Mais on n'a pas eu de signe fort. Donc, on libère Sylvia, on laisse la famille Bongo aller en exil. Yvan Lille Mbagnier. Ce n'est pas des signaux forts d'un président sérieux, je suis désolé. Il faut qu'on vous le dise. Il y a le septennat d'Oligui est mal emmanché. Les signaux forts qu'un bon président doit envoyer au début d'un mandat, c'est d'abord renforcer la confiance et l'unité nationale dès les premiers pas. Un bon président de la République, dès le début de son mandat, doit poser des bases d'une gouvernance efficace en envoyant des signaux clairs et forts à son peuple. Ces gestes de déclaration initiale sont essentiels pour rassurer les citoyens et les citoyennes et renforcer la confiance et instaurer un climat de dialogue constructif. Mais quel est le climat de dialogue constructif que ce diable d'Oligui a fait? Rien, absolument rien. Il ne connaît rien. Si j'avais été à sa place, comme je ne suis pas un abruti, comme j'aime le Gabon, j'aurais envoyé des signaux forts. 1. J'aurais affirmé une vision claire et cohérente. Le premier signal, c'était affirmer une vision claire et cohérente. Un des premiers signaux consiste à communiquer une vision claire pour le pays. Or, on n'a même pas une vision pendant la campagne électorale, on n'a même pas su la vision de ce type-là. Il nous a baladé partout. Donc, il n'a pas fait ça. Il aurait dû envoyer une vision claire et cohérente. Et cette vision doit répondre aux préoccupations majeures de la population gabonaise tout en fixant des objectifs ambitieux et réalisables. Il aurait pu faire ça. Un discours inaugural bien structuré, empreint d'authenticité et qui peut renforcer l'espoir et donner une direction à la nation. On n'a pas écouté ça dans le discours d'Oligui. Même prêter serment, ce diable veut dire « je conserverai mes forces ». Waouh! Et les gens sont restés là, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas approché. Dans des pays sérieux dirigés par des gens sérieux, on aurait demandé à Oligui de reprendre ce serment. Donc, il n'a même pas fait ça. Deuxième signal fort, c'était montrer l'exemplarité immédiate. Pour un président qui se respecte, le deuxième signal fort, c'est montrer une exemplarité immédiate. Le président doit donner l'exemple dès le premier jour. Cela implique quoi? De faire preuve d'humilité, de probité et de responsabilité. Ah oui, des gestes symboliques comme réduire les dépenses inutiles liées à la fonction ou adopter un comportement respectueux et accessible, ça peut envoyer un message puissant sur l'intégrité du nouveau président. Or, ce diable d'Oligui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réduit le train de vie de l'État. Hein? Ah oui. Le train de vie de l'État. Regardez le nombre de conseillers. Ali Bongo avait laissé 2 par département. Lui, il a ajouté 2 autres. Donc, ça fait 4. Parce qu'il veut caser des amis qui ont fait sa campagne. Il a augmenté. Regardez bien. Faites la différence entre ce qu'Ali Bongo avait laissé et ce qu'il est venu ajouter.
Ce diable a même l'outrecuidance de vouloir augmenter le nombre de députés. Pourquoi? On sait ce que ça implique comme dépense. Pourquoi augmenter le nombre de parlementaires? Pourquoi? Les parlementaires ne sont pas là pour construire nos localités. Ils sont là pour voter les lois. Pourquoi autant de députés? Pour quelqu'un qui veut réduire le train de vie de l'État, c'est vraiment incohérent. Ce monsieur n'est pas cohérent. Il n'a pas marqué ici l'exemplarité au début de son mandat. Or, l'exemplarité inspire la confiance et montre que le président est au service du peuple et non l'inverse. Or, nous avons ici un diable qui est au service d'un clan mafieux. Il est venu pour faire ses business. Il a créé des entreprises partout. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Troisième signal fort. Si Oligui était quelqu'un qui avait quelque chose dans son ciboulot, il aurait favorisé, comme signal fort, il aurait favorisé une communication directe et transparente. OK? La transparence, c'est une valeur clé pour instaurer une relation de confiance entre le président et le peuple. Dès le début, le président doit établir un canal de communication clair et direct avec la population parce qu'il est au service du peuple. Cela peut inclure quoi? Des discours réguliers. On a vu par exemple Barack Obama, de temps en temps, il faisait des discours réguliers, des conférences de presse, mais Oligui ne peut pas, comme c'est un semi-illettré, il ne peut pas tenir une conférence de presse, répondre aux questions en direct comme ça, de manière impromptue. Oligui ne peut pas. Vous avez mis un handicapé intellectuel à la tête de l'État, il ne peut même pas tenir une conférence de presse. Or, ça fait partie des canaux de communication directs qu'il doit instaurer avec la population. OK? Ça peut aussi être aussi des plateformes numériques permettant un dialogue interactif. On a vu le président Emmanuel Macron en France. Enfin, il passe sur les réseaux sociaux et puis les gens lui posent des questions. Et la sincérité dans les propos et l'absence de langue de bois font partie intégrante de ces processus-là. Quatrième signal fort qu'Oligui aurait pu envoyer, c'est mettre en avant des actions concrètes dès le départ. Or, regardez même par exemple le projet incriminé, là, le projet qui amène Oligui à détruire, à déguerpir les gens, comment on appelle ça, derrière l'Assemblée nationale. On ne sait pas. Tantôt, c'est un boulevard de la transition, mais quel boulevard, quelle stupidité. Mais Oligui est stupide. Boulevard de la transition, pourquoi? La transition est finie. Pourquoi ce type-là veut toujours ramener une transition qui a été un échec, qui a permis seulement à un groupe d'amis de s'enrichir? Comment? Quel boulevard de la transition, comment on construit? La transition a mené quoi? La transition était censée rendre la dignité des Gabonais. Mais la dignité des Gabonais a été rendue quoi? Quand on vient déloger les gens, c'est la dignité des Gabonais. Tantôt, c'est une cité administrative. On ne sait pas quel est le vrai projet. Donc, rien n'est clair. Or, les promesses doivent être rapidement être suivies d'actions concrètes. Il a promis un certain nombre de choses. Et l'annonce ou la mise en œuvre immédiate de quelques mesures phares peut prouver que les engagements pris lors de la campagne électorale ne sont pas de simples paroles. Or, là, on a l'impression que c'était des paroles en l'air et que c'est un voyou qui voulait enlever juste son costume des militaires pour être président, pour diriger des intellectuels. Ah là là, je n'accepte pas ça. Excusez-moi. Donc, cinquième signal fort qu'il aurait pu envoyer si j'étais à sa place. Je lui aurais prêté mon intelligence, mais comme c'est un abruti, il ne peut pas retenir quelque chose, même si on lui dit ça. Donc, c'était promouvoir l'unité nationale. Parce que l'unité nationale a été mise à mal par ses parents Paouin, là, du clan du canton Bissoc. Les extrémistes Paouin, là, ils ont mis à mal l'unité nationale. Et parmi les signaux forts qu'Oligui aurait dû renvoyer à la face du monde, c'était la promotion de l'unité nationale. Dans le contexte souvent marqué par des divisions politiques, comme pendant la campagne électorale, des divisions sociales ou économiques,
il est crucial pour un président de rassembler. Il doit rassembler ses concitoyens. Un bon président doit tenir des propos inclusifs. Il doit s'adresser à toutes les composantes de la société et garantir que personne ne sera laissé pour compte. Or, ce n'est pas ce qu'on a écouté avec Oligui. Et moi, si j'étais à sa place, la création d'espaces de dialogue intercommunautaire ou la reconnaissance symbolique des diverses identités nationales. Cela peut renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité. Mais Oligui n'a pas fait ça. Et sixième signal fort qu'Oligui aurait pu faire, c'est tendre la main à l'opposition. Oui, c'est important. Le signal fort, le sixième signal fort qu'Oligui aurait envoyé, c'était tendre la main à l'opposition. Un signe fort d'un leadership respectueux et constructif et d'inviter l'opposition à participer au débat sur des enjeux nationaux. Ce n'est pas ce qu'il a fait là. Il a dit on va faire la refonte des partis politiques et puis il a appelé des Divungidinding, tous les autres là, les anciens ministres là, et puis ils ont travaillé pendant 10 jours et il a donné 1 million à chacun. Oh là 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 là. Une enveloppe de 1 million à chacun après 10 jours, en raison de 100 000 francs par jour. Il ne comprend rien. S'il avait invité l'opposition, cette ouverture-là au dialogue montre que le président est prêt à travailler pour l'intérêt général, au-delà des clivages partisans. Et cette ouverture-là peut également apaiser les tensions et favoriser un climat politique plus serein. Septième signal fort, si Oligui était intelligent, c'était prioriser les enjeux cruciaux. Oui. Un président débutant doit démontrer sa capacité à hiérarchiser les priorités. Il ne doit pas tout faire à la fois. Non, l'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Un président débutant doit identifier et attaquer de front les problèmes les plus urgents, qu'il s'agisse de la crise économique, du chômage, de l'éducation ou de la santé publique. Cela rassure les citoyens. Oui, ça rassure les citoyens sur la solidarité et la pertinence du leadership du nouveau président. Mais on n'a pas senti ça. Le premier pas d'un président, mes chers compatriotes, de la République, hein, je dis président de la République, pas président d'un clan comme Oligui, sont déterminants pour la perception de son mandat. Les signaux envoyés au début de cette période doivent refléter des valeurs de respect, d'intégrité, d'inclusivité et d'action concrète. En adoptant ces principes, mes chers compatriotes, un président ne se contente pas seulement de rassurer son peuple, mais il établit également les bases d'une gouvernance durable et harmonieuse. Et ces premiers gestes servent de fondation pour un mandat marqué par la confiance, la stabilité et le progrès partagé. On n'a pas senti ça avec Oligui. Oui, il y a je parlais tout à l'heure, l'augmentation du nombre de parlementaires, du nombre de conseillers, tout ça. Le huitième signal fort, c'est réduire le train de vie de l'État. Un geste fort pour instaurer la confiance et montrer l'exemple et de rationaliser les dépenses publiques. On n'a pas senti Oligui cette volonté de rationaliser les dépenses publiques en réduisant le train de vie de l'État. Un président peut démontrer un engagement sérieux envers la gestion responsable des ressources naturelles. Or, on n'a pas senti ça avec le diable que vous avez placé à la tête du pays. Et moi, ça me dégoûte. Parce que je me suis dit, ouh, quelle occasion ratée. On a raté une belle occasion. On a raté une belle occasion. Et
nous sommes, au regard de ce décorum dont je parle là, nous sommes face à un leadership défaillant. Oui, disons-nous la vérité, Oligui sera le cauchemar des Gabonais, le pire cauchemar des Gabonais. Parce qu'il a déjà envoyé les signaux forts d'un leadership défaillant. Les premiers mois d'un mandat d'un président sont cruciaux pour établir la confiance, démontrer ses compétences et poser les bases d'une gouvernance stable. On n'a pas vu ça pendant les 2 premiers mois d'Oligui. Il a vendu les Mbanye, il a libéré les gens sans procès, il n'y a aucun respect de justice, d'état de droit. Voilà Opianga qui est toujours en exil, alors qu'il n'a tué personne. Les gens qui ont volé des milliards sont libérés. Non. Tout ce qu'Oligui nous envoie là, je vous dis, ce sont des signes qui révèlent une présidence mal engagée dès ses débuts. Je préfère vous le dire. Ces indicateurs permettent de discerner les failles potentielles et d'anticiper les difficultés qui risquent de fragiliser le mandat d'Oligui. Oui, il faut qu'on vous le dise. C'est notre pays. On a remarqué quoi? Je vais vous le dire. Un manque de vision claire. Je répète. Un manque de vision claire. Et ça, c'est mauvais pour le pays et c'est mauvais pour le septennat d'Oligui, les 7 prochaines années. Enfin, du moins, les 6 ans et 10 mois qui restent. Un président qui ne présente pas une vision stratégique claire pour son pays peut semer le doute parmi la population. Et c'est déjà le cas. Ce qu'on voit là, je vois, il y a même peu de dithyrambe en sa faveur, comme on l'a vu pendant la transition, pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne électorale. L'absence de priorités définies, des plans concrets ou des mesures phares démontrent le manque de préparation et d'engagement envers les enjeux cruciaux. On remarque ça avec Oligui. Je préfère vous le dire. Cela génère une impression d'incertitude et de direction floue. On va mal avec Oligui. Deuxième indicateur d'un leadership défaillant, il y a la communication inadéquate. Une communication qui manque de transparence, d'inclusivité ou de régularité est un signe alarmant. Ça doit nous interpeller. On ne doit pas dire oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, il va changer. Non. Un président qui évite les médias, se montre distant ou ne partage pas ses décisions avec clarté, risque de perdre la confiance de ses citoyens. Et c'est déjà le cas. Vous avez un président ignare qui ne communique pas parce que c'est un handicapé intellectuel. Il évite les micros, il esquive la presse. Et c'est dangereux. Par ailleurs, des discours polarisants ou belliqueux peuvent exacerber les divisions sociales et politiques. C'est ce qu'on voit avec Oligui quand il parle. Un autre indicateur de ce leadership défaillant, c'est le mépris envers l'opposition. Oui. Comme il nous méprise, je vais le mépriser. Le jour qu'il va commencer à respecter les opposants, on va le respecter. Un mauvais président comme Oligui tend souvent à ignorer, à discréditer ou à attaquer l'opposition plutôt que de chercher à collaborer pour l'intérêt général. On a vu Oligui pendant la transition, il me balançait même des pics, il m'envoyait des pamphlets comme si j'étais son rival, alors que nous n'avons jamais mélangé les millettes. Comment vous voyez? Même Ali Bongo n'a jamais osé faire ça. Ali Bongo n'a jamais attaqué individuellement des activistes. Mais vous avez vu Oligui,
m'attaquer, m'envoyer des pamphlets, cet ignare n'a fait que briller dans ça. Et cette posture, marquée par un manque d'ouverture au dialogue, peut intensifier les tensions politiques et compromettre la stabilité du Gabon. L'autre indicateur qu'on a remarqué d'un leadership défaillant, c'est le favoritisme et le népotisme. On a vu qu'il a catapulté son frère directeur de budget, il a volé là-bas au René Nilsa, il a pris des amis, il a pris des beaux-frères, des belles-sœurs, des copines. Mais la nomination des proches sans compétence avérée à des postes clés ou la mise en avant d'intérêts privés au détriment du bien commun sont des signes de corruption institutionnelle dans des pays sérieux dirigés par des gens sérieux. Je ne parle pas de la République bananière d'Oligui. Ces pratiques sapent la confiance et donnent l'impression que la présidence est davantage orientée vers l'enrichissement personnel que vers le progrès national. C'est ce qu'on remarque là. Et le cinquième indicateur de leadership défaillant ou de l'incompétence notoire d'Oligui, c'est l'incapacité à prendre des décisions. Un président qui tarde à agir face aux crises ou refuse de prendre des décisions difficiles, ça montre une faiblesse de leadership. Et ça, on a remarqué ça. J'ai noté ça pendant la transition, pendant la campagne électorale et depuis 2 mois qu'il a été fait accidentellement président du Gabon. Cette inertie ne fera qu'aggraver les problèmes urgents et donner une image d'indécision ou d'incompétence. Oui, Oligui est incompétent. N'en déplaise à mes détracteurs. C'est un incompétent. Déjà à l'école, il était bête. On l'appelait le cartouchard, ceux qui étaient à Masuku. Renseignez-vous. Le cartouchard, c'était les tocards, là, les Edunga, là, qui ne comprenaient rien. Donc, sixième indicateur aussi, c'est l'absence de mesures pour réduire les inégalités. On a remarqué ça. Les Gabonais vivent de plus en plus mal. Si un président néglige les populations marginalisées ou échoue à traiter les disparités sociales et économiques, cela peut révéler un manque de sensibilité envers les besoins de ses citoyens. Un tel comportement peut exacerber les frustrations et les divisions au sein de la société gabonaise. Et on a remarqué ça avec Oligui. Troisième indicateur que moi j'ai noté avec cet ocard d'Oligui, c'est la dépendance excessive aux symboles. Oui, parfois les mauvais présidents, comme votre tocard que vous avez catapulté président de la République par défaut, les mauvais présidents comme Oligui, ils investissent davantage dans des gestes symboliques que dans des actions concrètes. C'est que les anglophones disent « empty barrel makes most noise ». Les tonneaux vides font plus de bruit. C'est le genre d'Oligui. Il multiplie les promesses creuses et les événements médiatiques sans produire des réels résultats. Et c'est ce qu'on a remarqué. Et cette stratégie peut donner l'impression d'une gouvernance superficielle et déconnectée des réalités des Gabonais. C'est ce qu'on remarque. Huitième indicateur, c'est le refus de rationaliser les dépenses publiques. Je disais tout à l'heure, un président qui maintient ou augmente le train de vie de l'État dès son entrée en fonction est un message de gaspillage et d'irresponsabilité. Vous avez affaire à un responsable irresponsable, je l'ai déjà dit. La persistance de dépenses ostentatoires
comme l'achat des avions qu'on a vu là, pour les voyages d'apparat, dans un contexte économique difficile comme celui que traverse notre pays, ça engendre une perte de crédibilité et ça renforce justement les critiques. C'est pourquoi nous venons souvent critiquer. On ne critique pas par plaisir, non. Vous avez affaire à un tocard et vous attendez quoi? Ce sera le pire cauchemar de Gabonais. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être donner la parole. Je ne voulais pas donner la parole ce soir. Je vais donner la parole parce qu'il y a des gens qui... J'ai beaucoup parlé, vous savez... Si vous m'emmenez sur ce terrain-là, je ne serai pas aussi... Hein? Je suis loquace sur ce plan-là. Je vais vous donner la parole si vous voulez. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Mais il faut reconnaître les mauvais signaux de départ d'Oligui. Le mandat a mal commencé. C'est un mandat mal amanché et il sera le pire cauchemar de Gabon. Et remarquez, à chaque fois que je vous dis quelque chose, ça s'est produit. Chaque fois que je vous dis quelque chose. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, vous connaissez le numéro d'appel. Hein? Je ne vais pas durer aujourd'hui parce que demain, j'ai une journée chargée. Mais je peux vous donner la parole rapidement. Parce que c'est notre pays. Hein? Je vois que vous êtes plus de 3000 personnes connectées sur toutes les plateformes. Je suppose que vous allez apporter des contributions à ce débat-là. Vous avez voté un ignare à la tête de l'État et il n'y a rien à attendre. Moi, je ne mâche pas mes mots. Dites ce que vous voulez. Moi, je dis la vérité. C'est un ignare qui est à la tête de l'État. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien et ce n'est pas sa place. Voilà. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Pourquoi? Il va diriger le Gabonais. Il n'y a plus d'intellectuels au Gabon pour diriger le Gabon. C'est quoi ça? Il ne peut pas continuer à être dirigé par une bande d'illettrés. C'est quoi? Non. Donc, je vous donne il y a des gens qui appelaient tout à l'heure. Il faut maintenant appeler. Qu'on ne dise pas que je ne donne pas la parole. Je parle beaucoup, mais... Je vais... Hein? Le WhatsApp, c'est toujours le même numéro. Hein? Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut intervenir. Voilà, vous avez le numéro d'appel qui sont là. Si quelqu'un voulait parler, hein, je vous dis seulement qu'on a mal commencé. On aurait dû avoir autre chose. C'est ça. L'économie du Gabon va très mal se porter avec Oligui. Oligui ne connaît rien. Il connaît seulement voyager. Un président, je vous dis sincèrement, le président de la République, en tant que chef de l'État, incarne l'autorité suprême et symbolise l'unité nationale. Ce rôle exige justement une gestion efficace des responsabilités, un sens aigu. Un premier appel, oui. Alors, bon, attendez un instant qu'on vous connecte sur le haut-parleur. Attendez un instant. Est-ce que je peux... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est un plaisir le travail que vous faites pour les Gabonais. Ma contribution, parce que j'ai suivi l'entrevue du ministre à la télé. Il vient à la télé sans d'abord consulter son avocat. Donc, il vient avec les chiffres un peu aléatoires. Et partout, sur l'Internet, sur le Facebook, tout le monde raconte qu'ils n'ont qu'à aller se faire plaindre chez les gens qui les ont vendus les terrains. C'est à eux d'aller poursuivre. Mais en réalité, quand on regarde le Gabon, il y avait, l'année était passée une fois à la télé, tout le Gabon entier, on a délivré qu'environ 15 000 titres fonciers dans l'ensemble du territoire depuis que les Français ont quitté le Gabon après l'indépendance. Ce qui veut dire que si on calcule ça en statistiques, ça veut dire que si on dit en moyenne qu'il y a peut-être eu encore quelques nouveaux titres fonciers, on va dire 20 000 titres fonciers jusqu'à aujourd'hui. Sur les 2 millions d'habitants qu'on a au Gabon, ça fait 1% de la population qu'on va dire qu'il y a un titre foncier. Et quand on regarde, même beaucoup de ces titres fonciers-là sont distribués par les sociétés, forcément les Français qui sont au Gabon. Alors donc, 99% des Gabonais
aujourd'hui, aucun peut vraiment dire qu'il a un titre foncier. Donc, la question de titre foncier au Gabon, ça ne doit même pas se poser. Les gens qui squattent à pleine oreille, ils ont raison de squatter là. En fait, tous les Gabonais, que ce soit au IEM, à Fugabou, n'importe où dans le Gabon, peut t'enlever parce que tout le monde dans le Gabon n'a aucun titre foncier. L'État peut venir à tout moment dire, dégager, on vient, on amène les policiers, les gendarmes, on chasse tout le monde. C'est ça la réalité du Gabon. Les gens de pleine oreille ici, c'est les premiers à vivre ça. Et ça peut encore arriver plusieurs fois, puisque dans tout le Gabon, personne va sortir un document sur son terrain. Ouais. C'est ça la réalité qu'on a au Gabon. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais ça, l'administration aurait pu anticiper dès le départ pour mettre toutes les conditions qui font que les gens puissent obtenir un titre foncier. Il fallait exiger ça dès le départ. Ils négligent, ou bien c'est quelque chose de prévu, parce qu'on ne sait même pas pourquoi les titres fonciers sont bloqués. Moi, par exemple, je vis au Canada ici. J'ai acheté un appartement ici, une maison, on me donne un titre foncier avec. C'est même pas un problème. En fait, c'est même pas quelque chose que tu t'en occupes. La ville où tu achètes ta maison te donne le titre foncier avec le numéro enregistré. Tu payes la taxe, on te le donne. Au Gabon, tu vis là pendant 20 ans. Les démarches sont dans le système. C'est bloqué à tous les niveaux. Après, un moment donné, il ne se dit rien. Les gens finissent par mourir. Ils laissent leurs enfants sans titre foncier. Parce qu'ils ont commencé les démarches quand les parents étaient vivants. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de titre foncier. C'est ça qui est étrange, en fait. Quand on vient demander aux gens, montrez vos papiers, vos titres fonciers, mais ils savent qu'ils n'ont pas 99%. Quand on dit 99% de probabilité que tu attrapes une maladie, ça veut dire que tu vas l'attraper. Ça veut dire que la chance est très élevée que tu vas attraper cette maladie-là. Quand 99% de la population n'a pas de titre foncier, ça veut dire que les gens, on voit dans la rue, à Libreville, n'importe où, aucun d'entre eux ne peut te montrer un titre foncier. Beaucoup ne savent même pas à ce que ça se ressemble, à quoi ça se ressemble un titre foncier. Parce que les seuls documents que les gens ont au Gabon, c'est les documents du cadastre. Ça, c'est juste le truc topographique. C'est un géomètre qui vient prendre les mesures. Il te dit, ton terrain est de 500 mètres carrés et il y a un petit indicateur GPS qui dit que ton terrain se trouve dans tel endroit. Et ça, ce n'est pas le titre foncier, mais ça, c'est des choses que les gens ont comme document et eux pensent que c'est ça le papier. L'État lui-même bloque les titres fonciers. Il ne donne pas à sa personne. Après, tout d'un coup, ils disent, vous n'avez pas de titre foncier. C'est ça le vrai problème. C'est ça, c'était ma contribution. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. On va prendre Flore. Allô, Flore, bonsoir. Oh, Dieu veille, merci. Et toi? Ouais. Ça va un peu en dehors de ce qui se passe au Gabon et qui nous prend vraiment au trip. Moi, personnellement, ça me prend au trip. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut traiter des êtres humains de la sorte. Ce qui plus est, les gens que tu es censé protéger. Parce qu'en tant que président de la République, ta première responsabilité, c'est de protéger le peuple que tu diriges. Comment peux-tu être présent à la République et au lieu de protéger le peuple, tu le maltraites, tu le humilies, tu le jettes dehors, les petits enfants. Je t'assure, quand j'ai suivi ça hier, j'ai tellement pleuré, j'avais tellement mal. Comment on peut laisser des enfants dormir à la belle étoile? Des mamans, des personnes âgées. C'est incroyable. C'est incroyable d'en arriver là. Je ne sais pas, on a un état, des gens voyous, des gens qui n'ont aucun amour pour leur peuple, aucun respect pour la gestion d'un état, rien du tout. Tout va en free, tout va de travers. C'est incroyable. Et je suis suivi tout à l'heure un ministre de la République, ministre des Travaux publics, qui vient dire qu'on lui pose la question de savoir combien de familles ont été dédommagées. Il n'est même pas capable de le dire. Mais comment tu
envoie des engins casser les maisons des gens. Ouais. Sur la base de quoi? Ouais, d'ailleurs, on va le réécouter. Oui, on va réécouter ces ministres-là. Peut-être que les gens qui n'ont pas suivi ça, on va réécouter ces fameux ministres. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est Maître, au cabinet Maître Benga. Il m'a rassuré qu'il vient me rencontrer mardi. D'accord. Il va me donner la liste totale de tout ce qui avait été indemnisé, et ça, avec toute la transparence possible, je vous la transmettrai. D'accord. Voilà. Voilà. Il est incapable, incompétent. Je ne sais pas où on est allé le ramasser, lui-là. Tu vois, un ministre de la République qui prend ses fonctions, qui trouve un projet de déguerpissement, il ne prend pas le temps de voir, d'étudier le projet pour voir comment le mener à terme. Non, il se lève un matin, il décide qu'on doit casser les gens et qu'on doit les mettre dans la rue. C'est ça. Un État voyou. Des dirigeants voyous. Ouais. C'est pas possible. Mais j'espère vraiment que le peuple gabonais, ce qui est bien, tu sais, ce qui est bien, c'est réaliser maintenant qu'ils ont commis une erreur, une grave erreur, et les choses vont se corriger d'elles-mêmes. La nature va travailler pour corriger les choses. Mais c'est pas plus mal ce qui est en train de se passer. Parce que quand je regarde cet état actuellement, quand je regarde ce pouvoir, en fait, il y a un vide. Il y a un vrai vide. Oligui, il n'est même pas présent, quoi. C'est-à-dire, il ne détient même pas le pouvoir. On ne sent pas. Moi, personnellement, c'est mon expression. Je ne sais pas si je te ressens. On ne sent vraiment pas qu'il y a un président qui vient d'être élu. Parce que généralement, quand un président vient d'être élu, il y a des changements dans le pays. On ressent quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, de frais, quelque chose un espoir renaît. Mais celui-là, on a l'impression qu'on est en deuil. Mais effectivement, on est en deuil avec la façon de traiter les gens. Mais on est en deuil national. Rien ne va. Et c'est triste. Et je pense que ce monsieur ne dort pas. Il ne dort pas. Il est perdu. Lui-même, il est perdu. Le gouvernement est perdu. Ils sont perdus. Ils sont devenus fous. Ce sont des malades. Ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont perdus. Et moi, je crois en Dieu. Et je sais que le Seigneur est en train de les confondre. Parce que leur place n'est pas là. Parce que quand tu occupes la place qui n'est pas la tienne, ben, tu es comme ça. Tu es comme quelqu'un qui est instable. Tu es instable, en fait. Et il va se ressentir cette instabilité-là. Et donc, c'est vraiment dommage. Courage encore aux familles des guerriers. Courage à vous. C'est vrai que vous dites courage ne résout rien parce que vous êtes en grande difficulté. Vous avez besoin d'aide. Mais malheureusement, on ne sait pas comment vous aider. Pour nous qui sommes loin à l'étranger, moi j'aurais été au Gabon. Je suis sûre que j'aurais fait quelque chose. Ne fût-ce qu'aller même voir, aller apporter de l'eau, aller apporter quelque chose, des sandwichs aux enfants. Et c'est vraiment dommage. Et moi, je me dis, le prochain président, il doit vraiment prôner la solidarité. Quoi. Le Gabonais n'est plus solidaire. Ouais. C'est dommage. Comment les gens se retrouvent dans de telles situations, il y a peu de Gabonais qui ont effectué le déplacement, ne fût que pour aller voir, aller les soutenir. Peu de Gabonais qui ont même amené de l'eau, qui se sont, dans d'autres pays, les autres populations des autres quartiers se seraient mobilisées pour aller les soutenir. Au Gabon, non, et ça ne les concerne pas. Il y en a qui se permettent de dire, ben, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour eux. Mais il y a un proverbe qui dit, enfant, lorsque tu égorges le poulet, le caneton te voit. Donc, aujourd'hui, c'est les poulets qu'Olivier est en train d'égorger, mais vous, les canetons là, qui le défendez aujourd'hui, mais vous aussi, ça va vous arriver un jour.
continuer de soutenir ce monsieur. C'est ce que j'avais à dire, Président. Mais merci encore pour ton combat. Merci. Et nous comptons sur toi. Vraiment, nous comptons sur toi. Nous comptons sur les activistes. Et bonne continuation. Merci. Merci, Flore. Seuls 1642 dossiers étaient recevables. 1642. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qu'il a voulu dire, parce que franchement, je ne comprends pas. Peut-être c'est la régable qui monte le cerveau. Peut-être je suis bourré. Mais on va encore écouter. 1642 dossiers. J'ai bien écouté. 1642. C'est un nouveau chiffre. 1600. Expliquez-moi en commentaire. Parce que d'abord, c'est des gens stressants. Expliquez-moi.